présente Alix Romaté de SimilarWeb. Et Alix, elle, alors moi, je vous ai présenté des tendances, mais on n'a pas l'expertise d'Alix. Donc, elle, ça va être de vraies tendances terrain avec des consommateurs qui sont analysés. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est d'entendre, Alix. Merci Andrés. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfaitement de mon côté, en tout cas. Ok, super. Je te laisse. C'est parti. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. C'est bon pour mon écran? Bon, a priori, s'il n'y a pas de... Si j'entends rien, c'est que c'est bon, c'est que vous devez voir correctement. Super. Alors, du coup, donc, je m'appelle Alix Romatet. Je suis effectivement Field Marketing Manager chez SimilarWeb. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience client, qui est du coup la clé de voûte des stratégies omnicanal. Mais avant de vous parler de l'expérience client, je voudrais vous faire participer à un petit quiz. Et donc, vous poser la question que selon vous, quelle a été la série Netflix la plus regardée parmi les 3 qui s'affichent devant vous, donc Squid Game, les chroniques de Bridgerton ou Lupin. À votre avis, qu'est-ce qui a été le plus regardé? Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je fais participer à ce jeu. Ok, donc les gens sont unanimes sur Squid Game, d'accord. Il y a des grands fans de Squid Game dans l'audience. On a quelques Lupins. Eh bien, effectivement, donc bravo à tous les fans de Squid Game. C'est bien Squid Game, la série la plus regardée sur Netflix cette année en France. Et en fait, j'ai envie de vous expliquer très rapidement pourquoi et aussi vous expliquer du coup de quoi on va parler. Le graphe que vous avez sous les yeux, c'est un graphe qui permet de comprendre ce qu'on regardait les Français en 2021, en particulier sur Netflix. Et ce qu'on voit, c'est les visites. Donc, c'est un graphe, chaque ligne représente les visites sur les différentes séries sur Netflix. Donc, on voit notamment la courbe grise qui est celle de Squid Game, qui vous permet de voir qu'il y a eu un fort engouement pour Squid Game au moment du mois de septembre-octobre. Donc, on a évidemment tous regardé Squid Game au même moment. Ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'il y a l'effet nouveauté qui l'emporte. Donc, tout ce qui est nouveau, Lupin, Bridgerton, Squid Game, l'emporte sur les saisons 2 et 3 de ce qui existait déjà, comme Sex Education, Emily in Paris et autres. Ce que ça veut dire et la raison pour laquelle je vous parle, parce que vous pouvez vous dire que c'est très très loin des stratégies omnicanal des marques, c'est qu'on va regarder aujourd'hui des données de trafic. Et c'est tout le point de la présentation, c'est de voir ce que ces données peuvent nous apporter et peuvent nous faire comprendre sur les stratégies des marques. Alors, je repasse très rapidement sur les deux dernières années qu'on vient de vivre. Donc, évidemment, on a vécu la crise du Covid qui a accéléré la digitalisation de notre monde de 7 à 10 ans. Donc, en Europe, plus particulièrement, environ de 7 ans, selon une étude de McKinsey. Et donc, on est passé d'un monde où il y avait des services et des produits qui n'étaient pas entièrement ou partiellement numérisés à un monde où la plupart de nos services et de nos produits aujourd'hui sont disponibles en ligne et sont totalement numérisés, ce qui a changé fondamentalement nos habitudes de consommation. Et ça se reflète dans le e-commerce, puisque le e-commerce reste en croissance malgré la réouverture des magasins en 2021. Alors, ce qu'on voit ici, c'est du coup le graphe des visites sur les sites de e-commerce sur desktop et sur mobile en France. Donc, la courbe orange, ce qui est en orange, ce sont les visites mobiles et ce qui est en bleu, noir, ce sont les visites desktop, avec un pic au moment de la fin de l'année 2020 et puis en 2021, la courbe qui est un petit peu plus flat, mais qui montre qu'il y a les visites sur les sites de e-commerce se sont maintenues. Et ce chiffre, il est intéressant à mettre en perspective par rapport à un rapport de la FEVAD qui montre que le e-commerce, le nombre de transactions, a augmenté de 15% sur l'année 2021. Donc, non seulement on continue à aller visiter les sites de e-commerce, même si on y va un tout petit peu moins qu'en fin d'année 2020, mais on continue et on achète de plus en plus sur ces sites de e-commerce, qui est le signe, en fait, qu'on a vraiment intégré ces nouvelles manières de consommer dans nos habitudes. Quand je dis nous, c'est pas forcément que moi, c'est l'ensemble de la population française. Pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on regarde ça aujourd'hui? C'est parce que du coup, le parcours client aujourd'hui, il intègre une multitude d'interfaces, même sur des produits sur lesquels on pensait qu'ils ne se digitaliseraient pas forcément. Et ça rend les frontières entre le retail et le e-commerce de plus en plus floues. Et la crise sanitaire a fait tomber les dernières barrières qui résistaient au digital sur un certain nombre de produits et de services. En particulier, et c'est ce dont on va parler plus en détail maintenant, c'est l'expérience sensorielle que la crise du Covid a fait tomber en termes de barrières digitales.
Et cette expérience sensorielle, elle est importante puisque du coup, elle permettait à certains produits d'être préemptés uniquement par le retail. Et aujourd'hui, on était dans un monde, dans un paradigme qui était le repos, read online, purchase offline. Et ce paradigme se renverse complètement puisque l'expérience sensorielle est désormais possible en ligne. Donc, on peut avoir du read offline, purchase online ou read online, purchase online ou tout qui se fait offline. Mais ce canal-là, cette grille de lecture est plus forcément la bonne pour comprendre le parcours des consommateurs et comment les toucher et les engager. Alors, on va voir ça un peu plus en détail avec 4 exemples qui proviennent d'industries différentes et qui vous montreront différentes stratégies qui sont des stratégies omnicanales qui ont changé justement ce paradigme du read online, purchase offline. Le premier point, c'est sur la parfumerie. Alors, je sais qu'il y a un acteur de la parfumerie qui va prendre la parole après, donc c'est super, je me permets de faire une petite intro pour montrer que le parfum, c'est donc le produit sensoriel par excellence. On a du mal à s'imaginer acheter un parfum sans l'avoir essayé. Donc, en général, c'était donc les retailers qui bénéficiaient des achats des parfums. Aujourd'hui, les pure players digitaux parfums se sont multipliés et explosent. Ils font partie des sites qui ont eu la plus forte croissance dans l'industrie de la beauté en 2021. Et ce concept-là de parfumerie en ligne est à mettre en lumière, en particulier par rapport au fait que les visites et les conversions sur les mots-clés parfums sur les sites des retailers beauté ont diminué. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphe devant nous. On voit donc en bleu les visites qui n'ont pas converti sur les parfums et en orange les visites qui ont converti sur les mots-clés parfums sur les grands retailers que l'on connaît bien, Marionnaud, Nocibé et Sephora. On voit qu'entre 2020 et 2021, non seulement il y a eu moins de visites, il y a eu moins d'attractions sur les parfums sur ces sites-là, mais il y a eu aussi moins de visites converties. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui vont peut-être aller en retail pour aller essayer leurs parfums, mais qui ensuite vont privilégier les pure players pour pouvoir les acheter en ligne. Et donc, c'est une partie des consommateurs de Sephora, Nocibé et Marionnaud qui va profiter de leur présence retail et ensuite convertir sur des concurrents qui sont des concurrents pure players. Une autre manière, du coup, de penser à une expérience sensorielle en ligne, c'est l'expérience de la surpersonnalisation depuis chez soi. Donc, on reste ici dans l'industrie de la beauté et l'industrie plus spécifiquement qu'on appelle de la custom beauty. Il y a des sites aujourd'hui qui ont mis en place une personnalisation des produits complètement en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive sur un site beauté, on remplit un questionnaire pour comprendre vraiment ses besoins et expliquer un peu notre mode de vie. Et donc, ça va permettre ensuite d'avoir des produits qui sont personnalisés, centrés sur nos besoins. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante parce que, 1, elle permet d'engager avec le consommateur, mais 2, elle permet aussi de récupérer des données qui sont des données first party et donc de très bien connaître et ses prospects et ses clients. Et on pense à ça notamment dans une perspective dans laquelle Google Chrome va supprimer ses cookies tiers à la fin de l'année 2022. Donc, bien connaître ses clients, c'est par ailleurs, en dehors du fait d'être une stratégie omnicanale intéressante, une très bonne stratégie pour aller connaître et cibler des clients intéressants. Mais peu importe, ce qu'on voit ici, c'est que les sites de Custom Beauty, donc on regarde juste Paris et Prose qui sont sur le segment des cheveux, ou alors on regarde Proven, La Beauté et Yoma qui sont sur le skincare, ce sont des sites qui sont en forte croissance. Par rapport à des marques qui sont des marques plus traditionnelles de la beauté, on regarde Clarins, Lancôme, Clinique, Yves Rocher, et puis j'ai mis aussi du coup Sephora dans le benchmark, qui sont des marques plus traditionnelles, qui sont en décroissance en termes de nombre de visites sur leur site sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020. Ces sites de Custom Beauty, ils ont créé une expérience de personnalisation chez soi qui résonne particulièrement auprès de la génération Z, puisque c'est une génération qui aujourd'hui est le cœur de cible en termes de consommation pour ces sites-là, et qui est une génération qui est à la fois en quête d'authenticité et puis en quête d'inclusivité. Et cette démarche de venir personnaliser depuis chez soi, donc c'est-à-dire remplacer le rôle quasiment de la personne qui pouvait accompagner dans les magasins, ce qu'a fait Kills il y a quelques années avec des personnes en blouse blanche dans les magasins qui permettent du coup d'aller choisir le bon sérum, la bonne crème, etc. Là, ils ont poussé ce curseur-là un peu plus loin, tout en le faisant 100% en ligne, donc en bénéficiant du fait d'être une marque digital native et d'utiliser tous les canaux qui sont propres à ces marques-là. En revanche, on voit qu'en termes d'échelle de trafic, on n'est pas sur les mêmes échelles. Bien sûr, on est entre 0 et 600 millions. C'est pour ça que j'ai mis les flèches sur le graphe sur la gauche pour relativiser quand même cet impact et dire que ce sont des marques qui ont des volumes de trafic qui sont encore faibles, mais qui sont en croissance par rapport à des marques plus traditionnelles. On quitte l'univers de la beauté pour aller sur l'univers du design. Un autre exemple de création d'expérience en ligne et de comment est-ce que l'expérientiel permet de favoriser la conversion des clients, ça fait écho à ce que disait DS Automobile juste avant sur leur application qui permet de visualiser leur véhicule. Ici, on est chez Ikea. Donc, Ikea a lancé une application qui s'appelle Ikea Place et ils mettent vraiment la technologie au service de l'expérience client.
IKEA Play, c'est une application qui vous permet de visualiser les produits IKEA chez vous. Donc, vous voulez acheter un fauteuil IKEA, vous êtes dans votre salon et puis vous allez voir exactement dans le décor de votre salon le fauteuil en réalité augmentée. Et cette application-là, elle ne cesse d'attirer des consommateurs depuis son lancement. Ce qu'on voit sur le graphe, c'est les recherches donc des mots-clés, du mot-clé IKEA Place qui génèrent du trafic vers 3 sites différents. Le premier site, bien sûr, c'est celui d'IKEA. Le second, c'est celui d'Apple et le troisième, celui de Google, qui sont en fait les sites qui permettent évidemment de télécharger l'application IKEA. Ce qu'on va voir ici et ce qui est intéressant, c'est que malgré la réouverture des magasins, et je vois notamment troisième trimestre et quatrième trimestre 2021, il va y avoir une augmentation du trafic des recherches de IKEA Place pour permettre de visualiser, d'engager le consommateur chez lui et donc d'optimiser les conversions, puisque du coup, un consommateur qui permet de voir le fauteuil en 3D dans son salon, c'est quand même plus efficace, plus engageant que quelqu'un qui doit se déplacer pour aller regarder un fauteuil, ensuite se poser la question de est-ce que ça va bien chez moi, etc., etc. Et là, c'est une nouvelle expérience qui est créée en ligne et qui est permise par la technologie. Le dernier point, et c'est un point qui est aussi intéressant, on quitte du coup cette fois-ci l'univers du design pour aller vers les opticiens en ligne. Alors, l'opticien en ligne, c'est aussi une industrie qui s'est digitalisée, on va dire, de manière assez tardive, puisque effectivement, les lunettes, on a du mal à s'imaginer acheter des lunettes en ligne sans d'abord les essayer. Alors, dans un premier temps, il y a eu effectivement toute la possibilité d'aller de regarder son visage sur son ordinateur avec les lunettes qui étaient apposées sur soi, donc grâce à l'univers, à des technologies qui étaient utilisées pour avoir une idée de comment la forme rendait sur notre visage. Mais pour le produit de la lunette, c'est vrai que les gens ont peut-être envie de toucher, de sentir, de voir est-ce que la monture est lourde, est-ce que ça me va bien, etc., etc. Du coup, les opticiens en ligne, et en tête des opticiens en ligne, c'est Warby Parker, le géant américain qui a lancé ça. Ils ont renversé le paradigme du fait que le consommateur va vers le produit pour faire venir le produit au consommateur. Et ça, c'est très intéressant puisqu'ils ont lancé du coup un module qui s'appelle le Home Try-On où c'est la possibilité pour un consommateur de se faire livrer chez soi gratuitement entre 3 et 5 paires de lunettes, de les essayer chez soi, d'avoir un bordereau gratuit qui permet de renvoyer les lunettes qui ne nous plaisent pas et puis de garder la paire qui nous plaît et de la payer en ligne. Ce Home Try-On, ce module-là, c'est un module qui, du coup, a été copié, repris par des concurrents de Warby Parker. Donc, on va voir, par exemple, Lingo Eyewear et Ace & Tate. Et ce qu'on voit sur le graphe ici, c'est la part de trafic de ce module Home Try-On, de cette fonctionnalité Home Try-On sur le site en entier. Donc, par exemple, si on prend Lingo Eyewear qui est en orange, on va voir que le module Home Try-On, ça représente 20% du trafic, de l'ensemble du trafic sur le site Lingo Eyewear. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20% des visites sur Lingo Eyewear qui passent par ce module de Home Try-On. Donc, on voit à quel point c'est attractif et à quel point les consommateurs adoptent ces nouveaux modes de consommation où le produit vient jusqu'à eux plutôt que ce soit à eux de se déplacer jusqu'au produit. Et ça, c'est une nouvelle fois une expérience qui relie le digital et le physique et qui permet d'avoir des stratégies omnicanales qui fonctionnent et d'engager avec un consommateur pour lui permettre du coup d'aller convertir chez vous. Alors, les stratégies omnicanales, on l'a dit, et ça sera ma conclusion 2.0, elles doivent créer de l'expérience. Cette expérience, ça passe par plusieurs types de canaux. On a vu la facilitation de l'achat en ligne avec les parfumeries 2.0 qui permettent d'avoir une approche complètement seamless et du coup de bénéficier d'un avantage prix qui est important sur ce type de produit. On a parlé de la personnalisation des produits, notamment en vue de séduire la génération Z avec la custom beauty. On a vu l'utilisation des nouvelles technologies comme ce que fait IKEA pour permettre de se projeter dans l'achat sans avoir à se déplacer. Et puis enfin, la possibilité de s'introduire chez ses prospects. Et donc, du coup, évidemment, de manière non intrusive, mais donc, du coup, de faire venir le produit au consommateur et de le faire interagir avec le produit avant même l'achat. Toute cette présentation, elle s'est basée sur les données SimilarWeb. Alors, je n'ai pas pris le temps de vous expliquer très exactement. Alix, Évidemment, c'est mon dernier point, donc je passe très rapidement sur ce qu'on fait. On est donc une plateforme, un ensemble de solutions qui permet de découvrir ce qui se passe en ligne. Et puis, je vous invite à me poser des questions dans le chat où je vais mettre mes coordonnées. Merci beaucoup et désolée si j'étais un tout petit peu longue. Alix a été en tout cas brillante. Ça, c'est du concret, c'est des résultats. On voit comment les chiffres peuvent aider les business à se développer dans ce monde omnicanal. Là encore, je pense qu'il y a plein de cas nuit des rois. J'espère qu'on recevra des choses de ta part. En tout cas, merci beaucoup d'intervenir, de dire. Et on est heureux de t'accueillir comme partenaire de tout Retail Club. On va te revoir notamment, pas que, mais notamment au dîner qu'on va faire en octobre.
un happening qu'on va faire au mois de juin dans le cadre de notre club. Donc, merci infiniment de ton soutien. Merci beaucoup. Et À très bientôt.